et bienvenue à votre 7 semaines dans d'autres édition du 10 avril 2022. Cette semaine a été riche en informations et c'est surtout une semaine, on pourrait dire, municipale. Donc, nous avons couvert, CTRB, 4 conseils municipaux. On parle du conseil de Saint-Ignace de Loyola, de Berthierville, de Lanoraie et de Saint-Cuthbert. Les dossiers chauds cette semaine dans les conseils municipaux. Premièrement, à Saint-Ignace de Loyola, le 3 avril dernier, soit dimanche dernier, avait lieu une assemblée d'information pour le centre communautaire, la salle communautaire que Saint-Ignace veut bâtir à la place de l'église présentement. Donc, une réunion très importante. On vous présente des extraits de cette réunion. Par la suite, nous avons eu le mardi suivant le conseil municipal de Saint-Ignace et il y a eu encore des précisions concernant ce dossier de salle communautaire. Et on vous passe aussi un extrait du conseil municipal qui parle des fameuses zones inondables. On sait que c'est quand même une problématique dans la région et surtout pour les îles de Saint-Ignace, les îles de Berthier, parce que présentement, il y a des moratoires, présentement, il y a des choses au niveau du gouvernement et quelqu'un qui passe au feu dans les îles ne peut se reconstruire et il y a eu une intervention de M. Valois à cet effet. Par la suite, nous sommes allés au conseil municipal de Berthierville et Berthierville a présenté un nouveau logo. On vous présente le dévoilement de ce nouveau logo. Il y a une version Berthierville régulière et Berthierville 350e. Je pense que c'est important. C'est un signe de renouveau au niveau de la ville de Berthierville et c'est vraiment plus, on pourrait dire, plus dans l'air du temps. Aussi, au conseil municipal de Berthierville, il a été question aussi de relancer les gouvernements, la ministre Mme Proulx, concernant la réfection du pont de la rivière Chaloupe près de l'usine de filtration. On rappelle que présentement, le pont de Bayonne est en train d'être reconstruit et la prochaine étape, ça devrait être le pont de la rivière Chaloupe. Au niveau maintenant de Saint-Cuthbert, les points qui ont été soulignés, il y a la vitesse encore là. La municipalité a fait l'acquisition d'afficheurs de vitesse pour les placer dans différentes places de la municipalité et un citoyen, M. Bovet, est venu parler de la problématique de la vitesse dans son rang. Et il y a aussi une problématique au niveau de l'explosion des coûts pour les infrastructures, les installations d'infrastructures. Et Saint-Cuthbert n'est pas en reste. Elle a dû abandonner un projet de toit au-dessus de la patinoire parce que le projet représentait des sommes trop importantes à investir pour la municipalité. Et la municipalité de Lanoraie, quand elle a envoyé son appel de projet pour la réfection de la caserne de pompiers, a eu la surprise de voir que les coûts ont augmenté et on parle d'environ 225 000 $ que la municipalité doit maintenant puiser dans son fonds de la TEC. Donc, c'est une problématique vraiment dans la région, oui, qui est problématique partout dans la province, l'augmentation fulgurante des coûts d'infrastructure dans la MRC. Maintenant, nous vous présentons à la fin une petite entrevue avec M. Yves Perron qui parlait des demandes du Bloc québécois concernant le budget qui a été présenté jeudi le 7 avril. Donc, c'est vraiment une première présentation. Qu'est-ce qu'elle était les demandes du Bloc québécois pour approuver le budget que le gouvernement fédéral, le libéral, NPD, là maintenant c'est les deux, ont proposé aux Canadiens. La semaine prochaine, dans notre prochaine édition, nous vous présenterons justement les réactions de M. Perron face à ce bulletin. Donc, encore là, une semaine très, on pourrait dire, complète, avec beaucoup d'effervescence dans la région et on espère que vous pourrez regarder dans les prochaines journées. On vous rappelle que à tous les jours, vous avez le bulletin de nouvelles, le quotidien qui est présenté à 6 h, en reprise à 12h30, à tous les jours. Et on vous souhaite une bonne semaine. Merci. Je vais débuter la présentation. La mise au point, elle est importante et même à la limite, elle est nécessaire. Je vais y aller comme suit. Le projet de la salle communautaire et de la démolition n'est pas le projet à Mélanie. Je m'explique.
C'est le projet du conseil de l'époque qui ont pris sous son aile, suite à la consultation populaire de 66 %, qui par la suite, au fil du temps, a eu une continuité. Qui, oui, c'est vrai, c'est moi qui ai la porte-parole, le leader indirectement, mais c'est le projet du conseil. Je m'explique. Suite à l'Assemblée du mois de mars, à la diffusion de l'Assemblée du mois de mars, j'ai eu des œufs sur ma maison. Je trouve ça très regrettable. Nul vous dire que maintenant, j'ai été acheter des caméras et j'ai des caméras de surveillance pour assurer ma sécurité et de l'intimidation au cas que ça pourrait arriver à nouveau. Je trouve ça déplorable, mais c'est une situation qui est arrivée malheureusement. Ceci dit, à la même Assemblée, il y a eu des questions concernant le document que vous avez entre les mains, autant le PowerPoint que le 80 pages. Alors là aussi, je veux faire la mise au point, puisque mon intégrité, ainsi que celle de mon adjointe, ainsi que celle de mon fils, ont été mises en doute. Autant mon intégrité, au niveau du code d'éthique de déontologie, confidentialité. Alors, je pense qu'on est en famille, on va faire le point. Cette journée-là, moi, j'étais en vacances à Saint-Michel-des-Saints. À mon chalet, moi, il n'y a pas d'électricité, pas d'Internet. J'étais déconnectée pour me reposer. Nul vous dire que quand je suis revenue connectée assez vite. J'en ai ramassé 2 à petite cuillère et j'ai attendu d'entendre et d'écouter l'Assemblée. Après avoir écouté l'Assemblée, pour ceux qui ne l'ont pas écouté, c'est public, la partie des questions, d'où la partie où est-ce que oui, ça vient à mon égard, mon intégrité et tout ça, par rapport au document, par rapport à ce que mon fils a aidé à la contribution du document. Y aurait-il eu accès à des informations, etc., etc. Alors là-dessus, suite à ça, moi, j'ai quand même consulté le conseil, puis il y avait encore des divergences d'opinion à cet effet-là. Donc, je n'ai pas hésité, j'ai demandé un avis juridique. J'ai été voir si j'étais en faute. Si j'étais en faute, j'étais prête, et je suis encore prête à l'assumer. À me dire, Mélanie, s'il y a quelque chose que tu as fait, quelque chose de pas correct, je vais assumer les conséquences de mes gestes. Ce document-là est arrivé suite, entre autres, quand M. Daniel Laforêt est venu me voir un vendredi, le 18 février exactement, vers 12:15, qui m'a remis la lettre, qui est tout à fait légitime. Le groupe de citoyens avait des questions, ce qui est tout à fait correct. Moi, j'ai pris la lettre, j'ai regardé les trucs, les questions, et au final, vous savez que moi, en tant que directrice, avec l'accès à l'information, oui, je dois répondre aux questions. Ça, c'est clair, ça va de soi. Mais je ne suis pas obligée de créer un document comme vous avez entre les mains. Ce n'est pas obligatoire. Par contre, mon fils, je vais faire un aparté pour mon fils. Jean-Philippe, il a 22 ans. Il est présentement à l'Université à Kingston, dans l'armée, dans les Forces armées canadiennes, en logistique aérienne. Il est à Kingston. Il est venu depuis le mois d'août 3 fois. Inutile de vous dire que quand il est venu, on n'a pas été au bureau municipal et je n'ai pas fait du municipal avec lui. Ceci dit, le 18 février, il est quand même dans son rush d'université et il décide de son plein gré de donner du temps à la communauté, pour vous, pour que vous soyez informés, pour être sûr que le projet soit clair pour les citoyens. Alors, il me dit, maman, il dit, tu sais, le PowerPoint, généralement, il y a tout un petit document explicatif qui vient avec. Je vois, mais Jean-Philippe, j'ai dit, moi, là, j'ai pas le temps, dans 1 mois, parce que l'ouverture des appels d'offres était le 16 mars, présenter un document explicatif d'environ 20-30 pages. Jamais qu'on pensait qu'on allait avec 80 pages, je vous dirais. Il m'a dit, oui, mais moi, je suis prête à la donner de mon temps. Puis si Roxane, elle embarque un petit peu, puis si tu embarques un petit peu, on va y arriver. Je dis, ouais, c'est colossal, parce que là, je pars une semaine en vacances, j'ai une démission sous la main, Roxane s'en va en congé de maternité, je veux dire, le département des miracles. Il dit, non, mais dis-moi que je vais faire la recherche, tout ce qui est public, le développement durable, les besoins de la municipalité, que ce soit la loi sur le patrimoine, les régions avoisinantes, Saint-Gérard-de-Magella, Sainte-Anne-de-Sorel, sur le ministère des Affaires municipales. C'est tout ce qui est public, là. Il n'y avait rien, puis quand vous allez lire le document, il n'y a rien qui est confidentiel. Donc, j'ai dit, écoute, ben, c'est toi le goût. Alors, moi, ce que je fais, le lundi, le 21, j'en parle à Roxane, Roxane me dit oui. Le 22, en comité plénier, j'en parle au conseil. Le conseil, il n'y a personne qui m'a dit qu'il n'était pas d'accord. Tout le monde m'a dit, ben oui, vas-y, va de l'avant. Et Jean-Philippe, il a quand même fait du bénévolat auprès de la municipalité. Le site Internet que vous voyez présentement, c'est grâce à Jean-Philippe qui l'a fait bénévolement pendant 1 an pour qu'on ait un site Internet à la lumière de notre municipalité. Donc, toujours est-il que, présentement, on a embarqué dans le projet. Alors là, oui, vous avez sous la main
ah oui, ce que j'oubliais de dire, c'est qu'on a eu, suite à l'avis juridique, je reviens avec l'avis juridique, l'avocat a transmis la réponse à M. Barthes. Et la réponse a été celle-ci. En aucun temps, j'ai failli à mon code de déontologie. J'ai agi selon les valeurs et en toute loyauté. Je vous dirais que le but du document était vraiment pour vous donner l'information. Ceci dit, s'il y a des citoyens qui ont une plainte à faire, que ce soit à mon égard, à l'égard d'un élu, à l'égard d'un employé, il y a une façon de faire, c'est le code d'éthique de déontologie, autant des élus que des employés. Ça ne se fait pas en séance publique, ça se fait avec, vous suivez la procédure, vous écrivez une lettre, vous écrivez votre nom, pas anonyme, votre nom, vous la pliez, vous l'envoyez au bureau municipal, soit à mon attention ou à l'attention du maire. Et par la suite, elle sera traitée. La séance est là pour répondre aux questions et non versus une plainte sur les ressources humaines ou les employés. Ceci dit, on revient avec le document. Le document en soi est là pour vous, de façon à ce que vous puissiez être éclairé. Moi, pour ma part, là, que ça passe ou que ça passe pas, l'important, c'est que vous ayez l'information, que vous puissiez vous faire une opinion, autant pour, autant contre, parce qu'indirectement, on va être impacté d'une façon comme d'une autre. Mais ce qui est important, par exemple, prenez le temps d'écouter, de lire et de vous faire une opinion là-dessus, mais surtout, soyez respectueux. Merci. À ce jour, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a 255 503 $ de dépensés en ce qui concerne les plans et devis. Il reste 125 785 à débourser quand on parle pour ce qui est de la culture, les rapports archéologiques et la balance des travaux, des services professionnels de la firme d'ingénieurs pour la continuité du dossier. Ce qui est important, c'est, comme j'ai mentionné également, les prix sont garantis jusqu'à 120 jours, jusqu'au 23 juillet. C'est pour la raison que malgré, oui, la hausse des coûts, avant de retourner à la table à dessin, ce qui est important, c'est vraiment parce que les prix n'arrêtent pas d'augmenter, ça c'est clair. Donc, étant donné qu'on sait que les prix sont gelés jusqu'au mois de juillet, le Conseil a décidé d'aller voir la population avant de continuer et d'engager d'autres sous. Parce qu'évidemment, il va falloir refaire les plans, payer encore des milliers de dollars et de s'enligner sur une structure beaucoup plus sobre, beaucoup plus moins d'angles, beaucoup plus triste peut-être. Mais bref, si c'est ça pour que ça coûte moins cher, bien, c'est une option. Mais avant d'arriver là, le Conseil a décidé d'aller voir la population avant. Et ce qu'il faut penser, c'est que oui, la subvention du RECEMEL, elle est possible jusqu'au 30 septembre. Au 30 septembre, il faut que l'entente soit signée. Pour que l'entente soit signée, il faut que le contrat soit donné. Donc là, on tourne en rond. Et comme on a dit, le règlement d'emprunt, il est au montant de 8 5 868 $. Hein, et ça sera une taxation fixe à partir de 2024 sur 20 ans au montant maximum de 61,58 $. Ce qui va se passer, c'est qu'à l'Assemblée, la semaine prochaine, il faut absolument qu'on passe un avis de motion et un projet de règlement d'emprunt. Qui après, le 11 avril, on doit encore là faire une assemblée spéciale pour adopter le projet de règlement, pour adopter le règlement, qui fait en sorte que l'on met un avis public le lendemain pour que le 20, la date à retenir, c'est le 20 avril. Tout ça pour arriver au 20 avril, c'est le registre des personnes habiles à voter. Si les personnes sont contre le règlement d'emprunt, qui ne veulent pas qu'on emprunte l'argent ou qui sont contre le projet, c'est à ce moment-là qu'ils doivent venir signer le registre. C'est important d'aller sonder la population pour la continuité du dossier et de voir si la population elle est en faveur ou pas du projet. En ce qui concerne la rénovation d'église, j'en ai déjà parlé auparavant, mais c'est clair qu'il faut penser, le Conseil est unanime, hein, qu'ils doivent décontaminer et désamianter. Donc, c'est pour la raison que l'option rénovation, pour l'instant, est toujours impensable suite au rapport de M. Paul Boudreau. Comme je disais tout à l'heure, il n'y a plus de détails dans le dossier joint sur le site Internet ou disponible au bureau municipal. Pour ce qui est de la vente, bien, le Conseil va devoir se rasseoir. Si jamais que le règlement ne passe pas au niveau de l'acceptabilité sociale, le Conseil n'aura pas le choix de s'asseoir et de réfléchir et de voir quelles sont les prochaines avenues, quelles sont les possibilités. Évidemment, l'opinion publique compte. Comme j'ai expliqué, le 20 avril, le bureau municipal va être ouvert de 9 h le matin jusqu'à 7 h le soir pour que le registre va être tenu pour les personnes habiles à voter.
Ce qui veut dire que ce qui est en vert, si on a moins de 197 signatures, 196 et moins, hein, ça veut dire que le règlement d'emprunt est réputé accepté. Ce que ça fait, c'est que le règlement va être envoyé au ministre des Affaires municipales pour approbation. Une fois qu'eux vont l'accepter, bien là, le contrat, on va pouvoir passer une résolution pour octroyer le contrat. On prend de l'autre côté ce qui est en rouge. Advenant le cas qu'on n'a plus de 197 signatures, ça veut dire qu'ils sont contre le règlement. Le Conseil a deux options, soit qu'il annule le projet, ou soit qu'ils vont à un référendum. On fait la procédure référendaire qui va coûter plus ou moins 15 000 $. Et là, encore là, si la réponse elle est positive, on s'en va du côté vert. On continue, dans le fond, on envoie le dossier au ministre des Affaires municipales pour approbation et on attend par la suite la réponse et on octroie le contrat. De l'autre côté, si la procédure référendaire dit que la population est en défaveur du projet, ce qui arrive, c'est que, bon, le Conseil va devoir tout simplement se rasseoir. Et est-ce qu'il y a une possibilité de perdre le récime? Parce que ça se peut qu'on puisse le prolonger, mais ça se peut que non. J'attends toujours une réponse à ce niveau-là par rapport au ministère pour avoir un écrit de ça, d'une confirmation. Mais à ce jour, si on n'a pas de réponse, s'il n'y a rien de signé au 30 septembre, on perd le 3 millions. Sinon, on peut retourner à la table à dessin, mais ça va engendrer des frais supplémentaires. On a déjà 255 000 d'engagés. Et de l'autre côté, bien, c'est sûr que si on retourne à la dessin et qu'on retourne en appel d'offres et qu'on diminue la salle, le risque qui est possible d'arriver, c'est que les prix continuent d'augmenter, qu'on retourne en appel d'offres et qu'on se retrouve avec un projet aussi haut, mais avec une salle plus petite. C'est un risque à prendre. Rendu là, c'est la population qui va décider. Ou encore là, et là, c'est si on a toujours la subvention de 3 millions. Parce que si on n'a plus la subvention de 3 millions, là, on ne cadre plus dans les dépenses, là, ça c'est clair. Ou on reste encore là une fois optimal, puis on attend qu'une autre subvention devienne disponible. Mais encore là, avoir les prix aujourd'hui, on ne sait pas ce que ça va être demain. C'est un risque à prendre. Ce qui est important dans tout ça, c'est que prenez le temps, soit si vous avez d'autres questions, de lire le document. Faites-vous une idée, que vous soyez pour, que vous soyez contre, mais faites-vous une thèse, une opinion. Puis, afin que vous puissiez tout simplement prendre le temps de réfléchir sur ce projet-là, puisque c'est un projet de communauté. Que ce soit positif ou négatif, on va tous être impactés indirectement. Mais ça va être une décision démocratique et communautaire. Alors là-dessus, je vous invite à la rencontre de demain ou tout simplement à lire le document. Je suis un peu confus avec ce tableau-là parce qu'on parle de la répartition des coûts, mais je voudrais en premier savoir exactement le coût à la municipalité de la salle communautaire. On parle du 8,3. On parle qu'on a 3 millions qui vient du gouvernement. Oui. Quelle autre subvention qu'il y a qui était directement attribuable à la salle communautaire comme telle? Comme le fait de la contribution du Fonds général, ça c'est du réarrangement de certains postes de dépenses. Oui. Mais ça ne réduit pas le coût du projet. Donc, ce que je demande, c'est le coût du projet en lui-même. C'est le 8,3 moins le 3 et quoi d'autre? Regardez, je vous montre ici le formulaire. Ça, c'est le formulaire du ministère des Affaires municipales qu'on remplit pour le règlement d'emprunt. OK? C'est comme ça, c'est pour les règlements d'emprunt, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, il y a un numéro ici. Ici, on marque le montant qu'on est arrivé. C'est le montant que j'ai expliqué. Le montant que j'ai expliqué, dans le fond, le 8 millions de dollars, là, oui, qui était le 7 millions avec le frais de contingente, avec les frais de financement, avec le 50 de TVQ, qu'on est arrivé à notre 8 millions. Donc, c'est le montant de départ. Là-dessus, eux, ils nous demandent, à la ligne, de marquer ici les contributions du Fonds général ou du Fonds de réserve. On est obligé de l'indiquer. Donc, le 3 328 000 qui vient de notre 166 429 pendant 20 ans, eux, ils me disent, tu dois l'indiquer. On l'indique au tableau.
Mais ça, c'est du financement du projet. C'est le financement. Oui, mais je parle du coût. Parce que si on ne fait pas le projet, oui. Est-ce que ça veut dire que ce 3 millions-là, on pourrait réduire les taxes par 3 millions? Ben oui, c'est sûr. Donc, ben oui, c'est sûr. Donc, le coût n'est pas de... C'est pas une augmentation de 61, mais c'est 61 plus les 208 qu'on aurait pu avoir en réduction d'impôts, pour un total de 337. Donc, le coût uniquement du projet en lui-même, si mes calculs sont bons, sur la base de ce que j'ai ici, c'est 338 $ d'augmentation d'impôts, de taxes, pour associer directement au projet. Ce qu'il faut penser, indirectement, le 166 000, ce que vous dites, c'est que le 166 000 pourrait être affecté à d'autres choses ou pour diminuer les taxes. Hein? C'est ça, je comprends bien. Vous avez raison. Sauf que ce qu'il faut penser, indirectement, là, dans un avenir rapproché, là, c'est clair qu'il va falloir faire quelque chose avec l'Église. Donc, c'est clair qu'il va y avoir du budget qu'il va falloir qu'il soit pris là-dedans, soit pour... parce qu'il y a un 800 000 $ pour la démolition et décontamination. Ce 800 000 $-là, il y a un règlement d'emprunt qui va arriver, on n'a pas le choix. Où est-ce qu'on va le prendre? Dans ce volet-là. Ça, c'est clair. Est-ce que le Conseil va décider de prendre ces sous-là et de diminuer les taxes? Ça sera leur choix. Oui, mais présentement... Non, mais je parle juste... C'est pour ça que je veux revenir au tableau 13. Je pense que c'est un peu... le tableau 13 peut être un peu plus clair que si on parlerait des coûts comme tels, d'une part, puis dans un autre tableau du financement. Mais là, on mélange un peu les deux. Puis ça, je trouve pas ça... J'aimerais un peu plus de clarité là-dessus. Prochaine question. Le 3 328 000 que vous parlez, si je regarde à votre autre tableau, à la page 37, on n'a pas la même page. C'est un montant qui est accumulé au cours des prochains 7, 8, 9 ans, si je ne me trompe pas. Effectivement. Bien, c'est le 166 000 pendant 20 ans. Mais le 166 000 dans 6 ans, on doit l'emprunter aujourd'hui. Parce qu'il va être disponible seulement dans 6 ans. Parce que le 8 millions est payable immédiatement. Le 166 000, là, on va l'avoir en 2023, là. Oui, mais, mais vous faites le point au tableau 13, ligne 2.7, qu'il y a 3,3 millions qui s'appliquent contre le 8,2 millions immédiatement dans l'année 1. Mais c'est un peu comme... Mais ce montant-là va être disponible au cours des prochaines 6, 7, 8 ans. Le total. Le total. Mais donc, pour le moment, il faut que vous mettiez dans les coûts d'emprunt, dans l'année 1, les montants qu'on doit emprunter pour l'année 2026, qui vont être devancés, puis qu'on va pouvoir remettre en 2026, parce que ce montant-là apparaît seulement en 2026. Donc, ce que je dis, ce que je crois, c'est que vos frais d'intérêt pour l'emprunt ne tient pas compte des montants qu'on doit emprunter aujourd'hui pour qui vont nous apparaître dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais c'est le même principe que le 3 millions que le gouvernement va me donner. Il ne me donnera pas 3 millions demain matin. Ils vont me l'étaler sur 20 ans. C'est le même principe que le gouvernement fait. Donc, le 3 millions, il est également étalé sur 20 ans. Donc, le montant d'emprunt que vous avez pour cette année, c'est combien? Là, on n'a pas de règlement d'emprunt. Non, mais que vous allez faire, va-t-il être pour le 8 millions complet? Bien, présentement, l'histoire, c'est que on part le règlement de 8 millions, mais par la suite, il y a un réajustement avec le ministère des Affaires municipales. Mais les affaires municipales, évidemment, il faut le payer, là, le 8 millions. Mais, mais autant le 3 millions, il va être étalé dans le temps, en versement, en 20 ans. Et notre 3 millions, notre part à nous aussi, va être étalé dans le temps. Le même principe. Donc, c'est capital et intérêt. Oui, mais le 85 000 que vous avez, oui. Est-ce qu'il tient compte que si je comprends bien, oui. En jour 1, on doit emprunter 8 millions. Là, le lendemain matin, on va peut-être recevoir 1 million du gouvernement provincial, ou on va recevoir... Puis là, au cours des prochaines années, on va faire on va avoir des épargnes de 160 000 $ par année.
Donc, on va pouvoir prendre cet argent-là pour mettre contre le capital. Mais ce que je dis, c'est que le 8 millions, lui, il est payable la journée 1. Le contracteur, il n'attendra pas, lui. Effectivement, c'est un règlement d'emprunt temporaire. Je vous demande, est-ce que ça a été pris en considération? Mais ça fait partie du calcul, comme le calcul du formulaire du gouvernement qu'ils nous ont donné. Oui, mais en tout cas, avant de répondre à vos questions, je vais vous expliquer une chose tout de suite en temps. On a reçu un courriel du demandeur de ventiler des chiffres concernant l'Église. Donc, comme aujourd'hui, j'étais en réunion presque toute la journée, je vais m'asseoir avec Mme Messier, on va regarder tout ça pour essayer de les ventiler comme la demande était faite. Et suite à ça, et que le conseil ici. Que le conseil ici, je ne vais pas être ici, dans le fond, c'est le conseil qu'on a décidé de ventiler. Un coup qui va être ventilé, les citoyens allaient recevoir une copie de la ventilation des coûts. Comme on va essayer de respecter le plus possible la manière qui était demandée. Donc, c'est pour ça que ce soir, on a proposé l'avis de motion puis le projet de règlement pour l'emprunt, le règlement d'emprunt. Est-ce que ça va retarder le registre? Non. Non. Mais c'est pas des émotions, vous n'avez pas des délais, mettons, après 30 jours, des choses comme ça. On a tout calculé, nos choses, nos délais, enlevés pour le 20 avril, ça va être le registre des personnes à ville de voter. Ah, des assesseurs. Je ne me trompe pas, il va y avoir une assemblée, nous autres, on va diviser les chiffres. Le conseil va en rendre connaissance aussi, on va leur envoyer la vente. Le 10, on se rencontre. À ce moment-là, c'est une assemblée spéciale. On va passer l'avis de motion du projet de règlement pour le règlement d'emprunt. Après ça, le 13, on fait une autre assemblée spéciale pour adopter le projet de règlement. Et le 20, il va y avoir le registre des personnes à voter de 9h le matin à 7h le soir. Est-ce que vous allez faire vérifier vos chiffres de total? Seulement, à l'heure actuelle, je veux dire, il semblerait qu'il y ait une différence entre 61 000 puis 61 $, et 300 $, je veux dire, il y a eu quand même, ce serait important probablement. Vous nous donnez des chiffres, on va les ventiler, on va regarder. On verra ce que c'est après. Et j'aurais une autre question pour Mélanie. Quand j'ai regardé, je veux dire, la loi des emprunts, il me semblait, je ne suis pas sûre, là, il me semblait que, je veux dire, pour, mettons, aller signer le registre, on avait le droit à 2 ou 3 jours d'affilée. Peut-être juste revérifier pour voir si c'est une journée ou 2 jours. Ça dépend du nombre de... Dans le calcul en question, quand on fait le calcul, c'est selon le nombre de personnes habiles à voter. Après ça, il y a comme le calcul mathématique et automatiquement, dans le fond, vu qu'on est 2000 et moins, ben c'est une journée. En bref, dans le calcul, et c'est ce qui a été fait. Alors, c'est pour ça, c'est une journée et c'est bien 197 signatures. Ça fait quasiment 2 ans que Mme Brou est venue dans les îles, se promenait en ponton avec nous, j'étais là d'ailleurs. Et on n'a pas de nouvelles depuis ça là. Je trouve que vous ne l'achalez pas beaucoup. Ben, j'ai eu, excusez-moi de mon avoir été suivi, je m'excuse vraiment. On a eu un Zoom avec Mme Brou, avec M. Lambert, l'adjoint de Mme Laforêt. On a eu un Zoom avec eux, le règlement transitoire qu'ils ont fait. Et ils nous ont confirmé que le règlement transitoire était là, puis c'est le règlement que les municipalités vont faire qu'il applique. Tant et aussi longtemps que le règlement. Comment est-ce qu'on... Le règlement... Non, le règlement transitoire, d'un coup, qui va devenir en force, ça peut prendre de 2 à 5 ans. À ce moment-là, la MRC va pouvoir faire des règlements, mais il va falloir qu'ils soient acceptés par 3 ou 4 ministères à Québec. Puis ça, je vais vous dire, Mme Brou, admettons qu'elle ne nous a pas dit qu'elle était pour nous aider, mais je suis franc. Puis là, je sais qu'à l'heure actuelle, j'ai parlé avec M. Péloquin. M. Péloquin est en train de faire une démarche pour essayer de faire retenir ça paysage patrimonial. Patrimoine bâti. Non, paysage patrimonial. Il est là-dedans, il m'a parlé de ça. Puis là, moi, j'ai demandé, vous faites ça pour l'archipel? Au début, il m'a dit non. Il dit, on fait ça, je fais ça pour Saint-Anne. Et là, j'ai écouté M. Péloquin. Il dit, là, oui, j'ai tout le temps parlé pour l'archipel de la Saint-Pierre. Je n'ai pas parlé pour Saint-Ignace, ça. Je parle pour tout le monde qui est là. Puis il dit, j'espère que vous allez faire. Ouais, je dis, là, Gérard, il dit, je ne peux pas te payer ça tout seul. J'ai dit, écoutez,
C'était facile, réunissez-nous au moins, nous autres, les Dupont, Saint-Barthélemy, Masquinonville, Yamachiche, tenez toutes les municipalités dans tout le lac Saint-Guy, il y en a sur le côté sud aussi. J'ai dit, on va s'asseoir. Moi, on est prêt à payer notre part. Si on est capable de gagner cette partie-là, ça va être un bon point en avant. Le Zoom, c'est quand qu'il l'avait fait? Pardon? Le Zoom a eu lieu quand? Ouais, ça fait longtemps. Quand on s'en souvient pas, ça doit faire longtemps. Non, avec Mme le... En début d'année. C'est parce que l'avantage qu'on a dans le comté de Berthier, M. le maire, c'est parce que Mme Proulx siège au Conseil des ministres tous les mercredis. Hein? Moi, je paye des taxes à Saint-Ignace pour un chalet. Mais vous savez qu'il n'y a pas juste les chalets là-dedans. Là. La question que je pose, que je me pose tout le temps, est-ce que ceux qui sont touchés par la zone ont été dûment renseignés par la municipalité pour dire faites attention, parce que moi, là, mon chalet, je l'ai donné. Tant que je vais avoir les yeux ouverts, c'est à moi. Mais je pars, c'est mon gars qui va le voir. Si lui décide de le vendre, il faut qu'il dise aux propriétaires futurs, monsieur, je vous avise que je vous vends votre chalet. Ben, dans le cas qui est détruit par l'inondation, ce qui est peu probable d'ailleurs. Mais s'il est détruit par le feu, je peux vous dire qu'il ne peut pas le bâtir. C'est vendable beaucoup, ça. C'est très vendant, ça. C'est très vendant. La question que je pose, parce que je connais l'île, ça en donne. La maison de Brissette, qui vaut, je ne peux pas le payer, de toute façon. Il est-tu dans la zone, lui? On ne sait pas. Il faudrait peut-être le savoir, parce qu'il faut nous écrire, M. Brissette. D'après moi, je dirais pas oui. Mais il doit pas, je pense. Ben, c'est ça. Tu sais, il faut que les mondes, quand on veut mobiliser une population sur un projet qui ne nous intéresse pas, puis qu'on est capable de dire que ça nous concerne pas, on est capable de mobiliser la population si on les renseigne. Mais est-ce que vous avez envoyé, puis vous avez regardé la carte, je me souviens de votre intervention, très justifiée d'ailleurs, quand vous avez dit au gars du gouvernement, vos plans sont pas bons. Il y avait de l'eau jusqu'à l'église dans le plan. Il avait pris ça par satellite, eux autres. Hein? Le satellite, mon œil, il ne faut pas dire d'autre chose. Il s'est trompé, vous avez dit, même, je me rappelle de vos mots, il devait avoir, on a pris ça par satellite, vous avez dit, il devait avoir des nuages, il n'y a jamais eu d'eau à l'église. Il n'y a jamais eu d'eau, mais pourtant, il est dans la zone. Il y a des plans du gouvernement. Là, il y a le projet qui est en marche, il commence ainsi. Ils ont déboursé le gouvernement des inondations de 4 à 500 millions, à part les assurances. Je peux-tu vous dire qu'il n'y a pas grand million qui est tombé par les 7, là? Je peux vous dire aussi que si je regarde la carte comme moi, là, je suis pas sûr que Saint-Antoine ait des inondations. En plus, ça me dit, un autre problème, ça me dit qu'il y avait là. Non, mais moi, je demande au conseil municipal. Je vais dire comme des vieux jurés disant, je ne suis pas tenant feu et lieux, moi, ici. Je paye des taxes, j'ai un chalet à l'île-du-Champ. Mais je viens d'ici, par exemple. moi, je vous le dis, là. Puis là, je vous le dis, M. le maire, il faut être capable de se voir dans la zone inondable, d'avertir les propriétaires des maisons et des chalets que s'ils viennent qu'à vendre ou qu'ils viennent qu'à passer au feu, il faut les mettre au courant. Si on ne les met pas au courant, quand est-ce qu'on va dire, la journée qu'il va arriver de quoi à quelqu'un, là? J'ai parlé avec, je ne vous connais pas tous ceux qui ont des chalets, mais ici, j'en ai parlé avec 4-5 personnes, puis je leur ai dit, écoutez, moi, là, à l'heure actuelle, là, Mme Proulx, j'ai l'air qu'elle est ministre. Puis je me suis fait répondre par Mme Noël en me disant, écoutez, Mme Proulx, vous savez, elle n'a pas bien de poids. Puis là, j'ai dit, excusez-moi, si Mme Proulx n'a pas de poids au Conseil des ministres, qui c'est qu'il va en avoir? C'est pas capable de parler pour sa région, j'ai un problème. Puis en même temps, j'ai dit aux citoyens, aux citoyens, si vous voulez nous aider, parlez-vous entre vous autres, puis mobilisez-vous, puis faites quelque chose. Faites quelque chose, comme je vous le dis, là, qu'est-ce qu'on leur parle? Moi, j'ai parlé avec M. Lambert pour 2-3 fois, c'est tout le temps la même languette qu'il me donne. Le règlement transitoire, c'est votre règlement, ça, aux municipalités. Et si je laissais adopter complètement dans 2 ou 3 ans, là, la MRC, vous allez pouvoir faire des règlements par la MRC. Et moi, je l'ai dit, ben oui, on va faire des règlements. Moi, je vais leur dire que ce que je veux, c'est d'aider, comme c'était avant. Le monde a des lois qui, s'ils passent au feu,
ça prévaut sur le règlement, ils vont pouvoir bâtir à 20 piastres à 20 grandeurs. Ben, il dit, ce règlement-là, la MRC va dire oui, parce que les verts, ils coûtent des fois aller un petit peu à notre encontre. Mais le problème, c'est que ça s'en va à Québec, puis il y a tout 23 4 ministères. Il faut qu'ils disent oui. S'il y en a un qui dit non, c'est fini. On n'a pas. H1, nouveau logo identifiant la ville de Berthierville. Donc, ce que je vous disais tantôt, dans l'idée de faire marquer un tournant et de changer notre image, on va toujours garder nos armoiries, merci Amélie. Mais quand même, on voulait marquer le pas, on voulait faire un petit changement. Alors, je demande à M. Darvaux. Considérant que la ville de Berthierville désire se créer une identité visuelle de marque dans le cadre de sa stratégie de communication, et ce à l'occasion de son 350e anniversaire, considérant le mandat octroyé à la firme de communication Isabeau par la résolution 2022-03-069 relatif à la création du nouveau logo représentant la ville de Berthierville, considérant que le logo a pour but de promouvoir l'équilibre entre le côté humain et la nature, mais aussi l'aspect de collectivité et de constant renouveau. En conséquence, je propose de décréter la nouvelle identité visuelle de la ville de Berthierville est réalisée par la firme Communication Isabeau et détaillée dans le guide des normes graphiques déposé le 1er avril 2022. Merci, M. Darvaux. Cette résolution est appuyée par? J'appuie. M. Frenière. Alors, j'en appelle au vote à ma gauche. Oui. Oui. À ma droite? Oui. 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 Merci. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. J'inviterai Mme... Oui, Mme Sylvie, venir dévoiler. Je vais l'expliquer un peu en même temps. Là, je ne le vois pas, mais je vais vous faire une petite description rapide. Alors, évidemment, on voulait que ça soit une typographie simple et efficace. Donc, quelque chose qui n'est pas trop... Il faut savoir que c'est le logo, c'est l'image d'une ville, c'est pas d'une corporation, c'est pas d'une compagnie privée. Donc, la fantaisie du R représente le mouvement de l'eau. La vague du R soulève la partie de la ville. Donc, parce que la ville est en constant mouvement, en constant développement, cette fantaisie crée du dynamisme et du mouvement. La forme ronde représente la collectivité. Berthierville est une ville de centralité, de service. Donc, fait référence au fait que Berthier se trouve le point central d'approvisionnement des vastes territoires avoisinants. Nous pouvons aussi pousser la réflexion en associant le cercle aux deux rivières. Donc, les deux rivières, la rivière Chaloupe et la rivière Bayonne. Et évidemment, tout ça fait que c'est un ensemble, ça englobe, c'est la ville qui englobe, dans le fond, tous les services des municipalités avoisinantes, les voies de l'eau, et évidemment, avec le nom Berthierville bien en évidence, parce que on est fiers de Berthier, puis on voulait que le nom puisse être très visible. Donc, pour plus de détails tantôt, on pourra répondre à vos questions. H18. Pont de la rivière Chaloupe, demande d'action concrète. On redemande, on ouvre, on rouvre, on veut bouger, on veut faire bouger la demande du pont de la rivière Chaloupe, évidemment. Donc, je demande à M. Darvaux, s'il vous plaît. Considérant que le ministère des Transports du Québec a fermé en avril 2016 le pont de la rivière Chaloupe, situé à l'entrée ouest de la ville de Berthierville, brisant entre autres le trajet du chemin du Roi et celui de la route verte. Considérant les nombreux impacts pour la population berthelaise, les travailleurs, les touristes et les usagers de la route verte. Considérant que la fermeture de ce pont oblige une déviation de la circulation par la rue du Dr Olivier-Marie Gendron, artère en grande partie résidentielle et institutionnelle, dont la configuration n'est pas conçue pour un volume important de circulation et pour le transport lourd. Considérant que le pont de la Dominion Bridge, datant de 1925, est détaillé à la fiche 91 de l'inventaire du patrimoine bâti de la MRC de Dautré, réalisé en 2012, et classé avec une mention supérieure et une valeur d'authenticité d'excellente. Considérant l'intérêt manifesté par le ministère de la Culture et des Communications, ainsi que leur sensibilité à l'égard de la conservation du patrimoine bâti, considérant que le pont décrit
cette même fiche se veut une propriété du gouvernement du Québec, considérant qu'il est de la responsabilité du propriétaire d'entretenir le dit bien, considérant que le chemin du Roi est désigné comme route touristique sur une distance de 280 km reconnue et signalisée, représentant la richesse du patrimoine de la Nouvelle-France, considérant que la fermeture de ce pont enlève un pourcentage très élevé du dynamisme touristique et économique de notre ville en réduisant le nombre de visiteurs et nuit directement à l'atteinte de nos objectifs de revitalisation du centre-ville, considérant que la ville de Berthierville fête son 350e anniversaire en 2022 et souhaite faciliter l'accès à son territoire et faire découvrir son patrimoine et son histoire, considérant que le chemin du Roi qui longe le fleuve Saint-Laurent à Berthierville mérite une circulation sans détour en raison de ses attraits diversifiés, dont les maisons ancestrales, considérant que plusieurs démarches ont été faites auprès des instances du gouvernement du Québec pour ce pont. En conséquence, je propose de demander au gouvernement du Québec de prendre des actions concrètes pour que le chemin du Roi et la route verte, qui se veut touristique, soient rétablis à l'entrée de la ville de Berthierville à court terme, que le pont de la Dominion Bridge, le P-01137 du MTQ, jonchant la rivière Chaloupe, inscrit dans l'inventaire du patrimoine bâti de la MRC de Dautrey, soit entretenu par le propriétaire, en l'occurrence le ministère du Transport du Québec, et réouvert à la circulation à brève échéance. Que cette résolution soit envoyée au ministère des Transports du Québec, à la ministre de la Culture et des Communications, à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, ainsi qu'à la ministre du Tourisme et députée du comté de Berthier. Merci. Cette résolution est appuyée par M. Frenière. Merci beaucoup. On appelle au vote. Qui est favorable à ma gauche? Favorable. À ma droite? Favorable. Merci. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Point 6.4. C'est pas de gaieté de cœur, mais c'est retrait du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives. Considérant que la municipalité de Saint-Cuthbert a soumis le projet de construction d'une toiture de la patinoire sur la patinoire au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur dans le cadre d'un programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives. Considérant que le conseil municipal de Saint-Cuthbert a adopté la résolution numéro 17-12-2019 en ce sens, considérant que le coût du projet initial était estimé à 1,208 millions et que le PAFIR, c'est l'acronyme du programme, a octroyé une aide financière de 805 242 $, considérant qu'une révision du coût du projet en date du 22 décembre 2021 est estimée à 2 700 et que l'aide financière dans le cadre du PAFIR n'est pas ajustée en conséquence. Considérant que l'augmentation nette du coût prévu au montant de 795 700 $ doit être entièrement assumée par la municipalité de Saint-Cuthbert afin que le projet puisse aller de l'avant. Considérant que le conseil municipal, par souci de rigueur budgétaire, ne peut assumer seul une telle augmentation du coût du projet. Considérant que le conseil municipal souhaite repenser le projet afin de soumettre au ministère un dossier mieux adapté au contexte actuel. En conséquence, il est proposé par Louis-Jacques, appuyé par Sylvain Toubin, que le conseil de la municipalité de Saint-Cuthbert se retire du PAFIR pour le projet mentionné en préambule. La résolution 17-12-2019 adoptée le 2 décembre 2019 soit abrogée, que le ministère de l'Éducation soit informé des raisons de cet abandon de projet et que le conseil municipal lui est très reconnaissant d'avoir choisi son projet parmi tous les projets qui lui ont été soumis au ministère. Donc, on se retire du projet de la patinoire, étant donné la situation actuelle où les coûts ont non seulement pas doublé, mais explosé. On n'avait pas les moyens d'aller de l'avant là-dedans. On ne lance pas la serviette. Disons qu'on va s'y prendre autrement.
Et puis, on va y aller par étapes. On va essayer de manger l'éléphant bouchée par bouchée, puis on va faire les choses correctement pour le futur. C'est le projet, comment c'est dans 5 ans, dans 10 ans. On n'a pas de limite de temps, mais on va essayer de faire ça comme il faut. 5.1, acquisition d'afficheurs de vitesse. Oui, on a reçu une soumission de Trafic Innovation, là, puis vous avez retenu un modèle d'afficheur de vitesse qui affiche la vitesse et qui peut afficher aussi du texte en même temps. Donc, leur soumission est au prix de 4 274 $ chacun avant taxe, et c'est pour en acheter 5. À quel moment on va recevoir? Très bientôt, oui. Ouais, très bientôt. Vincent. Éric Deschaines. Appuyé par Vincent Bergeron. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Premièrement, c'est une demande que j'aimerais faire au Conseil pour réduire la vitesse dans notre section de Durand-Saint-André à cause, entre autres, de l'achalandage de notre commerce et du fait que notre terrain est sur les deux côtés de la rue et la vitesse excessive qu'on constate souvent. Avec la vitesse à 80 km, des fois le monde passe à 100. On a 2 jeunes enfants. Nos voisins en ont 5, quelques maisons plus loin. Il y a beaucoup d'enfants sur un petit bout de terrain avec plusieurs cours. Disons, à partir, dans le fond, de la station d'épuration, une grosse courbe. Après ça, c'est des courbes jusqu'au stop et au petit pont. Donc, je trouve que ça serait logique de baisser la vitesse. Moi, je trouve que 50, ça serait convenable dans ce petit coin-là, étant donné les circonstances. Puis le reste, durant Saint-André, je pense que 80, c'est un peu vite aussi. Il y a plusieurs endroits qui peuvent être problématiques aussi. Donc, je ne sais pas si vous avez une ouverture. En tout cas, nous, on serait prêts à contribuer. Je sais qu'il y a le stop, entre autres, de M. Cournoyer, là, qui, dans un sens, on fait un stop dans l'autre sens, il n'y a aucun arrêt. Fait que si on fait un arrêt avant que l'autre auto arrive, et la personne qui est habituée, ça va, mais ceux qui ne le savent pas, s'ils repartent, l'autre auto a continué tout le long. En tout cas, il y a une problématique là, entre autres. Là. Des grosses courbes aussi, là, que l'hiver, on ne voit pas avec le vent et la neige. Je pense qu'il y a quelques triangles rouges, là, et ce ne serait pas trop tard. Là. Ça peut éviter un accident, ça serait une bonne chose. Donc c'est ça, mais en premier lieu, j'aimerais proposer là, de baisser la vitesse à court terme. Là, je sais qu'il y avait une politique à moyen terme, à long terme, de vérifier un petit peu là, les vitesses en général. C'est une problématique qui rejoint beaucoup de monde dans plusieurs endroits à Saint-Cuthbert. Mais c'est ça, avant qu'arrive un accident, là, on apprécierait finalement que ça soit adapté assez rapidement. Première des choses. Fait que je ne sais pas s'il faut que je dépose une demande officielle ou une motion. Là. Je ne suis pas familier avec les termes, là. Mais je vous fais confiance peut-être à ce niveau-là. Qu'importe le terme, on va dans des comptes. Pour ce qui est de votre point, on va l'appeler vitesse. Oui. Disons qu'on l'a déjà mentionné, le Conseil est sensible à ça. C'est en haut de la liste pour nous, faire des interventions là-dessus. D'ailleurs, nous autres, on a rencontré la SQ la semaine passée. On a fait un exposé de la problématique, de nos attentes. On a déjà fait un bout de chemin. Nous autres, on va faire l'acquisition de 5 afficheurs de vitesse qu'on va distribuer dans certains endroits. Les afficheurs, ils sont fixes, mais on va pouvoir les changer d'endroit au besoin aussi. On a des problèmes de vitesse. Il est au fait. C'est avec notre parrain de la SQ. À la SQ, on va élaborer un plan d'action. Ils ont ce service-là. Ils vont venir nous rencontrer. Ils sont actuellement sur le dossier pour élaborer un plan d'action pour les différents secteurs, la vitesse, les stops, en tout cas toute la sécurité routière au complet. Ce qui comprend aussi la sécurité routière pour agricole, parce qu'on a beaucoup de grosses machineries agricoles, on a du monde qui sont impatients sur les routes, mais vu qu'on est une municipalité agricole, on va le signifier aux personnes qui utilisent les routes. Fait que on est là-dessus. On va le conseil est ouvert, on va acheter des pancartes, on veut sensibiliser le monde, on va prendre des actions, puis on va vous tenir au courant de nos actions vers quoi on aspire pour essayer
régler les problèmes de vitesse. On sait qu'il y a des poules, il y a des chats qui se font tuer sur les routes, puis on ne veut pas attendre qu'il y ait un enfant qui se fasse frapper à Saint-Cuthbert. On veut faire de quoi? En tout cas, nous autres, c'est hors de question qu'on attende ça. Je peux rajouter quelque chose? Oui. Les panneaux de vitesse qu'on a achetés aussi, ils font des statistiques de combien que les gens passent. À partir de là, ben, ça va être plus facile de présenter ça à la Sûreté du Québec. Regardez, là, on a la problématique dans ce point de pays-là. Ben, arrangez-vous donc pour y aller, parce que baisser les vitesses, mon opinion personnelle, baisser les vitesses, c'est pas toujours la meilleure solution. Parce que dans le fond, les gens, c'est entre les deux oreilles. Si tu baisses les vitesses, s'ils ont l'habitude de rouler vite dans ce coin-là, ben, il faut qu'ils se fassent arrêter pour se faire. Je suis pas sûr qu'à 50 ou à 80, la différence. C'est au moment de l'arrêt où ils pognent une amende que là, je pense que là, ils comprennent le bon sens. Parce qu'on est dans le village, on est déjà à 50, puis la problématique, elle l'est aussi. Tu comprends ce que je veux dire? C'est à la Sûreté du Québec à être présent, puis si on a les statistiques pour démontrer que là, c'est exagéré, ben, je pense que là, on va avoir des moyens pour faire les demandes. Est-ce que? Le risque est proportionnel à la vitesse aussi. Oui. Oui, ça devrait être quoi? On est dans le village on est dans le village de 50, puis il y a des gens qui roulent 80-90. C'est pas toujours c'est une des solutions. Je veux dire, à l'époque, quand j'étais au conseil, on l'a fait, ce changement de vitesse-là, mais ça n'a pas toujours donné les résultats escomptés. Je pense que ça va aider de mettre des panneaux, ça va nous donner des statistiques. Là, on va les présenter à la Sûreté du Québec. Après ça, ben là, ils vont pouvoir... On va y aller par étapes. On ne veut pas manquer notre coup. On veut faire ça comme il faut. Là, on a fait l'acquisition. On va faire l'acquisition de panneaux. Après ça, tout est sur la table. Des dos d'âne, des encaveurs, des trottoirs de peinture. Tout est sur la table. On va tout élaborer ça avec les personnes qui s'occupent de ça. Ils ont une certaine ils ont l'expertise, mais nous autres, on a des attentes aussi, au-delà des expertises des personnes. Puis c'est sûr que c'est pas tous les secteurs, mais la problématique de vitesse, le parrain nous a demandé, c'est dans quel secteur? Bien, c'est dans tous les secteurs. Fait qu'on a une problématique de vitesse partout à Saint-Cuthbert. Fait que on va sensibiliser. C'est sûr que là, on attend de la police qu'elle soit plus présente, mais on a la problématique qu'il y a des polices, il n'y en a pas beaucoup. Puis quand ils font de la patrouille, ben c'est tout le temps quand ils ont le temps. Fait que c'est tout ça qu'on va mettre sur la table. Puis on va vous tenir au courant des démarches aussi. Mais on est sensible à la problématique. Mais la réponse que j'ai donnée tantôt, ça ne veut pas dire qu'on la baissera pas. Non, c'est ça. On va l'étudier. Sécurité publique, point 6.1. Dépôt de soumission, travaux d'agrandissement et de réaménagement de la caserne incendie. Considérant que la municipalité a demandé des soumissions par appel d'offres publiques pour les travaux d'agrandissement et de réaménagement de la caserne d'incendie. Considérant que 7 soumissions ont été reçues et déposées, soit Construction Larco, Inc., au montant de 2 778 945,75 $. GMI Construction, 2 759 400 $. Construction Hébert Inc., 2 604 183,75 $. Les entreprises Philippe Denis Inc., pour 2 470 236,73 $. Les entreprises Louis Belrose Inc., 2 625 454,12 $. Construction Julien Dalpé Inc., 2 744 874,6 $. Construction Marc Arbour enregistré, 2 312 147,25 $. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal octroie au plus bas soumissionnaire conforme, soit la compagnie Construction Marc Arbour enregistré, le contrat pour les travaux d'agrandissement et de réaménagement de la caserne d'incendie au coût de 2 312 147,25 $, taxes incluses, et ce, tel que défini au devis. L'octroi du contrat est conditionnel à l'approbation du règlement d'emprunt 117-2022 finançant les travaux d'agrandissement et de réaménagement de la caserne incendie s'élevant à 1 887 031, taxes nettes. Donc,
pouvez constater qu'il y a un écart entre ce que nous avions prévu comme règlement d'emprunt. On avait prévu un règlement d'emprunt d'environ 1 million 800 000. La soumission, parce que c'est souvent le cas, on sait vraiment le coût d'une construction lorsque les soumissions sortent. On fait des prédictions, puis on essaie de voir venir. On sait aussi que la prédiction a été faite avant les fêtes. Il y a eu une fluctuation depuis. Donc, il y a un écart entre ce qu'on avait budgété ou prévu au règlement d'emprunt de 224 267 $ et 63 sous. Pour combler l'écart, nous avons accès à la TEC. La TEC, c'est la taxe sur l'essence Canada-Québec, donc Partenariat Québec. Et dans cette TEC-là, on a un jeu de 400 000 $. Alors, on va prendre la différence qui manque pour combler l'écart dans la TEC, de 224 263 et 63 pour combler le tout. Ça va pour tout le monde? Est-ce que j'ai un proposeur? Puis, le gouvernement Trudeau fait toujours la sourde oreille. Fait que cet après-midi, je ne m'attends pas à voir les transferts en santé qu'on a demandé. Donc, je m'attends à ce qu'on vote contre le budget éventuellement. Parce que c'est dans nos conditions de base. Le budget, c'est quelque chose d'important. Il faut être sérieux, là. Dans le budget, on a un paquet de demandes, puis on a mis 5 conditions qui vont faire qu'on va voter contre le budget. Puis comme je vous dis, je serais bien surpris qu'on réussisse à voter pour, mais si on vote pour, on va tout être content. Parce que vous savez que nous, on est à Ottawa pour être constructif, hein? On fait des propositions, mais en même temps, on est réaliste. Alors, les transferts en santé, l'augmentation des pensions de vieillesse à partir de 65 ans, ça n'a pas de bon sens. Des mesures pour faire face au coût de la vie et à l'inflation. Hein, juste indexer les prestations que le gouvernement fédéral donne, juste peut-être augmenter la fréquence des paiements. Les gens à faible revenu qui reçoivent un chèque aux 3 mois, s'ils le reçoivent à tous les mois, ça ne coûte rien au gouvernement, ça. C'est des affaires simples à faire. Il y a des petites choses comme ça. Les finances vertes, qu'on arrête de financer le pétrole. Vous avez vu l'annonce d'hier. Oui. Tu sais, des fois, tu te dis, ah oui, je vais faire de la politique, je vais changer le monde, mais je vais vous avouer bien franchement, madame Yvon, que hier font partie des journées qu'on se demande ce qu'on fait là. Parce que la veille, on nous propose un plan environnemental pour atteindre des réductions de cibles avec des petits montants, des 300 millions pour l'agriculture au Canada au complet. C'est comme si je vous donnais 5 cents et je vous dirais ça va vous aider à faire votre épicerie dans la prochaine année, en proportion. C'est des beaux discours. Puis là, le lendemain, on annonce 100 milliards de barils de pétrole. Ça n'a pas de fichu bon sens. Fait que écoutez, on a beaucoup de travail. On a beaucoup de travail à faire. Fait que c'est ça, il y avait des mesures environnementales et aussi régler les questions autochtones. Ils n'ont pas d'eau potable. C'est des provinces des promesses qui datent depuis 2015. Puis là, quand des fois, j'entends des gens me dire, oui, mais là, les Autochtones, nous autres aussi, on a des besoins. Oui, mais réalisez-vous qui n'ont pas d'eau potable dans leur réserve. Là, j'ai des mots qui me viennent en tête que je ne peux pas dire en ondes. Tu sais, ça n'a pas de bon sens. On va mettre des Oui, c'est ça, c'est ça. Puis évidemment, on avait des demandes, entre autres en agriculture, tu sais, les compensations pour les accords de libre-échange. Le gouvernement fédéral les sacrifie tout le temps, nos productions sous gestion de l'offre. Puis on a l'impression qu'on les fait niaiser 2, 3, 4, 5 ans. En leur disant, ben oui, on va vous compenser, ben oui, on va vous compenser, puis l'argent ne vient pas. On dirait qu'on aime, au fédéral, maintenir les gens sous une espèce de forme de dépendance malsaine. Je ne sais pas si c'est comme un trip de pouvoir ou c'est pour garder les gens polis. Je trouve ça vraiment malsain. Puis je ne comprends pas qu'on accepte au Québec d'avoir des politiciens qui nous font des promesses pendant 3 élections de suite, puis qu'on les croit encore. Ça n'a pas de fichu bon sens. Le train à grande fréquence là, qui passerait par Trois-Rivières, entre Québec et Montréal, là, ça fait 3 élections qu'on fait là-dessus. Là, ils ont annoncé récemment des petits montants ridicules. Écoutez, des fois, le politicien devient cynique. J'ai beaucoup d'espoir pour la pyrotite, le dossier. C'est plus dans la partie Mauricie, là, mais c'est une histoire d'horreur. Et vous savez que l'année passée, on a fait beaucoup de pression pour avoir ça dans le budget. Cette année, on a reformulé les mêmes demandes. J'ai beaucoup d'espoir d'avoir quelque chose, je l'espère. Sinon, on va être évidemment extrêmement déçus parce que ça va faire souffrir les gens pendant 15-20 ans. Ça n'a pas d'allure. On a beaucoup d'attentes. Ça va être une grosse journée.